s'inscrivent dans une même logique d'action de l'État, impulsée au plus haut niveau par le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et portée par l'action concertée du gouvernement sous la conduite de la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Le premier projet consiste à rétablir un cadre de sécurité clair. Le second, à inscrire cette stabilité dans la durée à travers des instruments de développement structurés. Permettez-moi de centrer mon propos sur la portée des projets de loi eux-mêmes. S'agissant du premier projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix, il répond d'abord à une exigence constitutionnelle. En matière de paix et de sécurité, aucun engagement international ne peut produire d'effets juridiques internes sans autorisation du Parlement. Votre rôle est donc déterminant pour donner pleine effectivité à cet accord. Mais au-delà de cette exigence formelle, ce texte présente un intérêt concret. Il permet de transformer un engagement diplomatique en cadre juridique opposable. Cela signifie que les principes de cessation des hostilités, de respect de l'intégrité territoriale et les mécanismes de sécurité prévus ne restent pas déclaratoires mais s'inscrivent dans un dispositif structuré, suivi et vérifiable. C'est un point essentiel, car l'enjeu n'est pas uniquement de conclure un accord, mais de créer les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet de loi permet précisément d'encadrer cette mise en œuvre en donnant à l'État les bases juridiques nécessaires pour suivre les engagements, en apprécier le respect et, le cas échéant, en tirer les conséquences. Il contribue également à structurer les dimensions opérationnelles liées à la sécurité et à la protection des populations, notamment en ce qui concerne les conditions de retour des déplacés et l'accès humanitaire. Là encore, il s'agit de passer d'un principe à une capacité d'action. Monsieur le Président, honorables députés, dans la continuité de cette approche, le second projet de loi relatif à l'accord de partenariat stratégique vise un objectif complémentaire. Une fois un cadre de stabilité engagé, encore faut-il lui donner une traduction économique. Cette orientation reflète la vision portée par le Président de la République, consistant à faire de la stabilisation du territoire le socle d'une transformation économique durable et l'action coordonnée du gouvernement pour traduire cette vision en instruments concrets. Ce projet de loi répond lui aussi à une exigence constitutionnelle. L'accord qu'il concerne organise un cadre structuré de coopération économique et stratégique avec des implications potentielles en matière d'organisation économique, d'engagement financier et d'évolution des cadres normatifs. À ce titre, il relève du champ de l'article 214 de la Constitution et nécessite également votre autorisation. Sa pertinence est à la fois juridique et stratégique. Sur le plan juridique, il permet de sécuriser le cadre de coopération. Il garantit que les engagements qui en dérouleront s'inscriront dans un cadre conforme à notre ordre interne maîtrisé par l'État. Sur le plan stratégique, il dote la République d'un outil structurant pour accompagner la transformation de son économie. Il encadre des domaines clés: la valorisation des ressources naturelles, le développement des infrastructures, l'attraction d'investissements et l'organisation de chaînes de valeur plus transparentes et plus intégrées. Il est important de souligner que ce projet de loi n'emporte aucune cession de souveraineté. Il permet au contraire de mieux l'exercer en donnant à l'État les moyens de structurer ses partenariats et d'en fixer les conditions. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de coopérer davantage, mais de mieux encadrer cette coopération dans l'intérêt de la République. Honorables députés, pris ensemble, ces deux projets de loi traduisent une démarche cohérente, à la fois politique dans son impulsion et opérationnelle dans sa mise en œuvre. Le premier crée les conditions juridiques d'un cadre de sécurité, le second crée les conditions juridiques de sa consolidation économique. Dans les deux cas, permet de passer d'engagements internationaux à des instruments pleinement intégrés dans notre ordre juridique et donc réellement opérationnel. Monsieur le Président, honorables
membres du bureau, honorables députés, en vous soumettant ces deux projets de loi, le gouvernement sollicite votre approbation afin de doter la République nécessaire pour agir de manière cohérente, à la fois sur le plan et du développement, conformément à la vision du chef de l'État et à l'action du gouvernement. Honorable Kitundu, vous avez la parole. C'est puis les cas mon cosime mosusu bazali tukumi bali na misatu mobimba basengi maloba poteba wako bali kolo likambodi litali bongo mingi bopesi bikozo militano na bukunja basoda membre du bureau, honorables députés et chers collègues, j'interviens sur l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Auparavant, je tiens à saluer la présence des deux ministres d'État parmi nous. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, de prime abord, permettez-moi de féliciter le gouvernement de la République pour la lucidité dont il a fait montre dans la conduite de l'action diplomatique ayant abouti principalement à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, lequel est soumis ce jour à l'appréciation de notre Chambre aux fins de sa ratification par le Président de la République. Honorables députés, chers collègues, point n'est besoin de rappeler que notre pays est victime de l'agression rwandaise en violation caractérisée des principes fondamentaux d'intégrité territoriale et de souveraineté nationale tels que consacrés dans les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du statut de Rome. Tous ces instruments juridiques internationaux font de l'agression une atteinte gravissime à une norme impérative du droit international. À cet égard, en vue d'un règlement durable de ce conflit interétatique, le Conseil de sécurité des Nations Unies, organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, a adopté à l'unanimité la résolution 2773 en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, laquelle impose des obligations contraignantes aux trois protagonistes au conflit, à savoir le Rwanda, le M23 et la République démocratique du Congo. S'agissant particulièrement du Rwanda, la résolution lui ordonne de cesser tout appui au M23 et de se retirer immédiatement et sans condition préalable du territoire congolais. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, dans un contexte d'anarchie qui règne dans les relations internationales, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne disposant pas d'une police d'exécution de ses décisions, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à la mauvaise foi du Rwanda dans l'exécution de ses obligations, a dû ingénieusement susciter des initiatives parallèles et complémentaires, en l'occurrence celle de Doha et de Washington, en vue de la mise en œuvre de la résolution 2773 qui constitue une feuille de route principale pour sortir de l'impasse actuelle. Ainsi donc,
L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, examiné aujourd'hui par notre Chambre, ne saurait être réduit à un texte ordinaire. Il représente pour nous un levier de pression diplomatique déterminante de la part des États-Unis. En effet, en sa qualité de médiateur et considérant sa prééminence sur le plan respectivement diplomatique, économique et militaire, les États-Unis du reste, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, demeurent le seul pays en mesure d'exercer dans le cadre de la diplomatie coercitive une influence décisive sur le Rwanda. C'est pourquoi autoriser la ratification de cet accord parrainé par les États-Unis constitue, en ce qui nous concerne, un acte de haute responsabilité parlementaire en vue de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Honorables députés, chers collègues, qu'à cela ne tienne, il appartient au gouvernement d'éclairer la lanterne de l'auguste Assemblée sur la manière dont il concilie les obligations découlant de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et les engagements pris par les partis dans le cadre de cet accord. Car il s'observe amèrement une certaine léthargie dans l'exécution des obligations des partis, due notamment à l'interprétation cavalière de l'accord de Washington par la partie rwandaise, qui subordonne sans vergogne le retrait de ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo à la neutralisation préalable des fameuses FDLR, au mépris de l'article 25 de la Charte des Nations Unies, qui instaure le caractère obligatoire des décisions du Conseil de sécurité à l'égard de tous les membres de cette organisation universelle. Ce comportement malicieux du Rwanda est de nature à générer un conflit artificiel entre la résolution 2773 et l'accord de Washington. Or, faut-il le rappeler, cet accord non seulement fait référence à la dite résolution, mais aussi participe de ce fait à sa mise en œuvre. En tout état de cause, le droit international consacre la primauté des obligations issues des résolutions du Conseil de sécurité sur celles découlant de tout autre accord international, conformément à l'article 103 de la Charte des Nations Unies, qui stipule en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévalent. Dès lors, honorables députés, chers collègues, nous en appelons au gouvernement de fustiger toute manœuvre du Rwanda qui s'appuie astucieusement et à tort sur l'accord de Washington afin de tenter de s'exonérer de l'obligation qu'elle lui impose la résolution 2773, en l'espèce le retrait immédiat et sans condition préalable de ces troupes du territoire congolais. Chers collègues, vous êtes en définitive, honorable président, nonobstant cette pertinente observation, j'exhorte au nom du groupe parlementaire Alternative Living aux collègues ici présents de permettre au chef de l'État, par un vote unanime, à ratifier l'accord de Washington. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Je rappelle que vous avez été ministre des Affaires étrangères impliqué dans la recherche et la solution à ce problème. Et je me réjouis du fait que vous reconnaissiez le caractère sanitaire de cet engagement que la République a pris. À présent, c'est le tour de ensemble avec l'honorable Moussao. Le professeur Moussao, il est là. Sangre politique ensemble nde yako kamata maloba ndila ya malobeli ya bango nazali kokende
Vous avez la parole, chef. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimés collègues, je prends la parole aujourd'hui sur une question qui engage profondément l'avenir de notre nation, à savoir les partenariats stratégiques conclus entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce partenariat, tel qu'il nous est présenté, honorable président, est porteur de beaucoup d'espoir. Il évoque investissement, développement, sécurité et coopération internationale. Sur le principe, honorable président, nous ne pouvons qu'y souscrire car notre pays a besoin de partenaires, de capitaux, de technologies et d'ouverture. Mais, honorable président de l'Assemblée nationale, la vraie question, honorable président, la vraie question n'est pas de savoir si nous devons coopérer. La vraie question est dans quelles conditions coopérons-nous et qui bénéficie de ces négociations. C'est ce qui est très important, honorable président. Je rappelle, honorable président, la notion de la souveraineté populaire. Le pouvoir émane du peuple et non du gouvernement. Le gouvernement de la République, notre gouvernement, est tout simplement un simple mandataire et non propriétaire de la République. Il est gestionnaire temporaire de la République, la souveraineté appartenant au peuple qu'il exerce via ses représentants que nous sommes, ou encore par référendum. Cet accord signé le 4 décembre 2025 apparaît ici, alors que l'exposé des motifs, honorable président, stipule bien que le présent accord ne peut rentrer en vigueur à l'égard de la République démocratique du Congo qu'après autorisation du Parlement. La ministre d'État l'a si bien dit. Il faut que le Parlement autorise. Et pour qu'on autorise, il faut qu'on regarde, il faut qu'on parle, il faut qu'on échange. Ce n'est pas un péché, chers collègues, n'est-ce pas? Quelqu'un pourrait nous expliquer ici ce qu'on attend du Parlement. Est-ce que c'est juste que le Parlement puisse accorder bénédiction au gouvernement? Ou il faudrait forcément qu'on en discute, étant donné qu'il y a même certaines étapes de cet accord qui sont déjà opérationnalisées? Que je cite, s'il vous plaît. Honorable président, les Congolais nous regardent, nous les parlementaires, bien entendu. Les Congolais s'interrogent. Est-ce que les ressources sont effectivement protégées? Est-ce que les ressources seront protégées dans le cadre de cet accord? Est-ce que leur avenir est garanti? La République démocratique du Congo, chers collègues, est entrée dans ce partenariat dans une position structurellement déséquilibrée. S'il vous plaît, avec une élite politique Vous restez une minute. très déséquilibrée,
avec des institutions faibles devant les multinationales. Allons-y tout doucement, nous sommes d'accord avec vous, chers collègues. Ce que nous voyons et observons nous pousse à nous poser quelques questions, chers collègues. Suivez les questions. L'utilisation de cet accord stratégique n'est-il pas un enjeu de pouvoir interne? Est-ce que ce n'est pas un enjeu de pouvoir interne? C'est pourquoi, au nom du groupe parlementaire Ensemble, nous affirmons clairement, nous ne sommes pas contre ce partenariat. Nous sommes contre un mauvais partenariat. Nous posons aujourd'hui des exigences simples, légitimes et non négociables, chers collègues. Premièrement, la transparence totale. Le peuple congolais a le droit de savoir et nous, Parlement, nous avons le devoir de contrôler. Nous demandons donc la publication intégrale des termes de cet accord, ainsi que de toutes ses annexes. S'il vous plaît, on doit publier toutes les annexes. Il n'y en a pas. Suivez. La nomination. Honorable député, laissez-le terminer. Chers collègues, atterrissez. Chers collègues, s'il vous plaît. Vous avez épuisé votre temps, je vous accorde encore 30 secondes pour terminer. Chers collègues, suivez-moi s'il vous plaît. Il faut qu'on publie toutes les annexes. Je prends pour l'exemple la nomination des membres du comité de pilotage conjoint, tout comme la publication et la négociation de la réserve d'actifs stratégiques se passe dans une certaine ambiguïté. Nous devons avoir tous ces éléments, c'est important pour l'appréciation. Atterrissez, cher collègue. Oui, j'atterris, honorable président. Et la continuité de la captation des bénéfices par les mêmes. Deuxièmement, la transformation de nos ressources doit se faire localement. La République démocratique du Congo a plusieurs atouts: cobalt, or, diamant, cuivre. La transformation doit se faire localement. Nous avons une jeunesse qui reste dans la pauvreté. Nous ne pouvons plus rester dans l'économie de Kimar, chers collègues. Une économie extrêmement tournée vers l'extérieur. Là, ça doit s'arrêter. On doit transformer les ressources. Chers collègues, pour donner la richesse. Vous avez épuisé votre temps. Donc, une petite seconde, s'il vous plaît. Allez-y. Troisièmement, honorable président, on a besoin de retombées telles que cela a été décrit par madame la ministre d'État. On a effectivement besoin qu'à la suite de ces accords, qui est l'électricité, qui est les infrastructures, qui est l'emploi, voilà les indicateurs effectivement observables, chers collègues. Quatrièmement, le respect de notre souveraineté, ça a été dit, mais que cela ne reste pas en théorie. Non, s'il vous plaît. Enfin, permettez-moi, chers collègues, de dire ceci. Nous sommes pour cet accord. Nous ne sommes pas contre cet accord, mais nous avons besoin d'un accord qui est négocié par un gouvernement debout, pour un Congo fort, pour que la vie démocratique du Congo puisse en sortir grande. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues. Votre politique ensemble. Votre intervention est véritablement républicaine dans la mesure où, bien qu'étant de l'opposition, vous n'êtes pas opposé à cet accord. Vous avez évoqué des préoccupations qui sont partagées par nous tous ici et il nous appartiendra bien sûr en commission d'assortir l'examen de ces deux textes, pas des recommandations qui vont dans le même sens. Donc merci d'avoir rejoint la voix du peuple à travers votre intervention. À présent, la parole à l'honorable Mayo Mambeke.
honorable TP Mwanamboka Mayo, Bode Mayo, akamata mabasa saipi pour obinisa makanisi. Webi honorable Mayo malamu, lubaka mwa mingi pe malamu. Tebe takosembe la makango nalolenge bukoki. Peut-être tout ce pour abiso bana mboka. Honorable président, je vous remercie pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et très chers collègues. Je voudrais commencer d'abord par féliciter notre gouvernement qui a fait un travail, qui a battu un travail de titan sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre gouvernement est bien debout, contrairement à ce que j'ai entendu ici. Le gouvernement est bien debout. Si quelqu'un n'a pas Dieu pour le voir, en tout cas ceux qui ont des yeux comme nous voient que le gouvernement est bien debout. Madame passe d'un avion à un autre pour négocier ces accords. Et ce sont des accords importants. Il ne faut pas confondre les choses. Le gouvernement signe, mais sa signature ne confère pas la force exécutoire sans la ratification, sans une loi de ratification du Parlement. Et c'est ce que le gouvernement fait. Donc le gouvernement respecte scrupuleusement la Constitution. Le gouvernement a négocié, le gouvernement a signé. Maintenant c'est à nous de ratifier. Il peut arriver que nous on refuse de ratifier. À ce moment-là, l'accord ne s'applique pas. Or, nous ici, après avoir lu personnellement, je crois que c'est un excellent travail qui appelle la ratification de notre Chambre. Je veux donc à la fin inviter les collègues à ratifier les deux accords présentés par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dans l'intérêt de notre pays. Je voudrais, par rapport à l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, inviter le gouvernement à une vigilance tous azimuts. Parce que nous connaissons la partie avec laquelle nous signons. Nous connaissons ses vraies intentions. Ses vraies intentions, c'est de ronger une partie de notre territoire national. C'est l'objectif, c'est la finalité. Le reste n'est que du bluff. Alors je voudrais recommander à notre gouvernement d'être vigilant, de ne pas lever les pieds sur la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut continuer à financer, à équiper, à motiver nos forces armées. Il ne faut pas croire, en tout cas moi je ne suis pas naïf, pour penser que parce que nous allons ratifier cet accord, le Rwanda va nous laisser tranquille. Je ne suis pas naïf. On dit que qui veut la paix prépare la guerre. Donc c'est ma recommandation au gouvernement par rapport à cet accord. Ne lâchez pas prise par rapport à la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un impératif absolu. Alors, je voudrais savoir, poser une petite question par rapport au texte, Madame la ministre d'État, au 3e paragraphe, le dernier tiré de l'accord de paix entre notre pays et le Rwanda. Lorsque vous dites l'accord plutôt, ce n'est pas vous, la mise en place d'un cadre
d'intégration économique régionale, la mise en place d'un comité de surveillance conjointe aux fins de la mise en œuvre effective du présent accord ainsi que le règlement des différends. Et c'est le terme règlement pacifique. On ne l'a pas omis. Dans les textes, on parle du règlement pacifique. Moi, s'il n'y a pas d'inconvénient, je voudrais bien qu'on mette pacifique là-dedans. Ce serait mon amendement à l'exposé de motifs de ce projet de loi. Par rapport au projet de loi sur la coopération avec les États-Unis d'Amérique, c'est une très bonne chose. Nous avons souffert dans ce pays depuis que beaucoup de pays avaient arrêté la coopération avec les nôtres. Nous avons pataugé, nous étions seuls. Mais voilà que le président de la République, avec son gouvernement, nous amène un accord de coopération. Est-ce que c'est interdit? C'est une très bonne chose. Et nous devons saluer le gouvernement pour ça. J'ai regardé, il parle d'autres annexes. Mais si l'opposition détient d'autres annexes, il faut nous les démontrer, il faut les amener. Nous nous sommes saisis par ce texte, nous croyons qu'il est complet. On nous dit que le gouvernement cacherait... Honorable député, s'il vous plaît, laissez le collègue terminer. Ça, c'est très grave, c'est un procès d'intention. On doit respecter quand même le gouvernement de la République. Un gouvernement qui vient avec un texte à l'Assemblée nationale et qui cacherait d'autres partis, moi, je refuse de le croire. Nous sommes saisis par ces documents et il est en lui-même suffisant parce qu'il y a des annexes. Nous l'avons parcouru. On parle de crainte sur la souveraineté, mais tout est garanti à moins qu'on n'ait pas lu cet accord. La transparence, on en parle dans l'accord. Je n'ai pas vu là où on dit que cet accord, on a cédé aux Américains pendant 90 ans nos richesses naturelles. J'ai cherché ça, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. C'est un accord équilibré, honorable président. C'est un accord qui va booster le développement de notre pays. Nous pouvons être fiers de notre gouvernement qui a abattu un grand travail. Et d'ailleurs, l'opposition l'a reconnu que c'est un bon accord. Vous l'avez entendu comme moi. Alors à partir de là, pourquoi continuer à pinailler sur cet accord qui a été, et dont la pertinence a été reconnue même par l'opposition? J'invite donc les honorables députés, mes collègues, à recevoir ces deux projets de loi et à autoriser la ratification pour que le gouvernement se mette au travail dans l'intérêt supérieur de notre nation et de notre peuple que nous représentons valablement ici. Ratifions. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Honorable Irachan, vous avez la parole pour les non-inscrits. Chers collègues, laissez les non-inscrits s'exprimer aussi, s'il vous plaît. Honorable président, honorable
Chers élus, chers collègues, je voudrais intervenir par rapport à l'état de siège. D'abord, honorable président, vous avez été à l'Ituri. Malheureusement, vous n'étiez pas accompagné par les collègues députés nationaux et vous n'avez pas eu suffisamment le temps de parler avec la population en Ituri et même les structures de la société civile. Nous avions beaucoup regretté et nous sommes en train de penser que vous allez reprogrammer une mission pour que nous puissions aller ensemble décortiquer la situation sécuritaire sur place dans la province de l'Ituri. Je voudrais rappeler à l'Assemblée plénière que les morts en Ituri et dans le Nord Kivu souvent passent inaperçus. Les chiffres aujourd'hui sont minimisés. Je vais vous donner l'exemple en fait des derniers massacres que nous avons connus dans les territoires de Mambasa, où le pays était plus préoccupé à célébrer notre qualification. Je salue les léopards en passant. Mais à ce moment-là, il y avait le deuil à l'Est. Plus de 70 personnes massacrées, tuées. Et notre chaîne nationale, la RTNC, ne diffuse même pas une information de ce genre, honorable président. Honorable président, le pays appartient à tous les Congolais. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, tous ont besoin de savoir le niveau de souffrance que nous sommes en train d'endurer à l'Est. Et donc c'est la chaîne nationale qui doit nous aider à publier les informations. C'est très important, honorable président. Et c'est important aussi qu'il y ait quand même des deuils nationaux lorsque 60 personnes sont égorgées, lorsque 70 personnes sont massacrées, tuées. Il faut quand même qu'il y ait des gestes de compassion pour ces peuples qui souffrent. Honorable président, de janvier jusqu'à ce jour, jusqu'au 13 avril que nous sommes en train de parler, que nous avons ces papiers à main, on est à plus de 700 morts dans la province de l'Ituri. Au Nord Kivu, on dépasse les seuils de 1000 morts. Mais c'est différent de le savoir parce qu'il n'y a pas de communication au niveau national. Honorable président, les zones sont difficilement accessibles, c'est vrai, et parfois les corps sont non recensés. Il est important aujourd'hui, honorable, que si nous voulons d'un état de siège fort qui peut aider réellement la République, qu'on renforce la capacité de la gestion sécuritaire dans ces deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et moi, je mets l'accent sur la police qui semble être oubliée et négligée. Si on peut former des policiers, les équiper pour bien sécuriser les centres urbains et même les territoires, ça pourrait donner la force aux militaires pour aller plus vers ces groupes armés qui sont en train de tuer et ces groupes rebelles. Honorable président, il y a quelque chose qui parfois ne prête pas attention, mais très important. Tous les groupes armés, les groupes rebelles aujourd'hui qui sont dans la province de l'Ituri et le Nord Kivu sont très loin de la frontière et malheureusement, ou selon ce que nous voyons, ils sont super équipés. Alors la question se pose, d'où viennent toutes ces armes-là? Et il faudra à un moment donné que notre état-major général, mais aussi avec l'appui du ministère de la Justice, qu'on sache travailler pour tirer au clair les sources d'approvisionnement de tous ces groupes armés, mais aussi de ces groupes rebelles. Et ce qui est vrai aussi, la confusion entre les membres des communautés, les civils, qui sont parfois confondus comme des groupes armés, cette confusion, on doit la limiter. Pourquoi? Parce que si telle communauté appartient à tel groupe ethnique ou groupe qui prennent les armes, souvent on a tendance à confondre tout le monde comme des membres et à pris les armes. Et ça tue. Honorable président, je vais commencer par citer, en demandant quand même qu'il y ait une évaluation sur l'état de siège qui a déjà fait 6 ans.
nous avions décroché, l'Assemblée plénière, que je félicite, que je remercie en passant, avait voté une résolution pour une enquête, une commission d'enquête à Ituri. Et cette commission ne s'est pas encore rendue à Ituri et dans le Nord Kivu. Il est important qu'on relance, comme ça nous venons avec des données chiffrées qui permettront à ce que notre gouvernement puisse comprendre comment l'état de siège est en train d'être opéré dans les deux provinces. Et je vais terminer par féliciter le gouvernement à propos des accords signés avec le Rwanda, mais aussi avec les États-Unis. Je suis de l'opposition, mais moi je préfère privilégier d'abord la vie avant les richesses. Je ne sais pas entrer en profondeur de ces accords-là. Je ne sais pas s'il y a des non-dits, mais tel que moi je l'ai lu, il n'y a rien de grave. Nous avons besoin de la stabilité. Nous voulons à ce que notre pays puisse être stable. Et donc, qu'il n'y ait pas de manipulation pour dire voilà, ce sont des richesses qu'on a pris en otage. Non, nous devons d'abord sauver des vies. Nous devons arrêter avec la guerre. Et donc, je remercie le gouvernement pour cela. Merci, honorable président. Excusez-moi, j'ai la demande. Attendez, la motion va venir, s'il vous plaît. On a Matata, il est où? Oui, elle va primer. Tolanda. On a Matata. Merci, honorable président de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Nous avons devant nous 3 projets de loi. Je commencerai par le débat général sur l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et l'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement de la RDC et des États-Unis. Honorable président, comment 2 pays qui ne sont pas en guerre pouvaient arriver à signer un accord de paix? Parce que le mensonge rwandais était que nous avions des problèmes congolo-congolais. Mais il a fallu le génie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce patriote qui a tant aimé le Congo, il a démontré, pour sortir de sa cachette le Rwanda et le mettre devant la scène internationale et les contraindre à signer un accord de paix. À travers cet accord de paix, il est donc clairement établi que les marionnettes qui disaient défendre les intérêts congolais ne peuvent que se cacher derrière le Rwanda. Donc, le Parlement, en autorisant la ratification de cet accord, participe à ce processus de paix. Processus d'ailleurs pour lequel nous saluons la dextérité, la performance, la sagacité de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui s'est battue sur tous les fronts pour que finalement l'épopée rwandaise puisse s'estomper et que ces troupes puissent même se retirer de certaines villes dont Uvira. Concernant l'accord d'intégration économique régionale, le modèle européen nous montre qu'on peut se battre un temps, se détruire mutuellement et dans un deuxième temps participer à une collaboration mutuellement bénéfique. Je pense qu'il s'agit ici d'une sagesse à mettre en place également dans la sous-région de Grand Lac pour aboutir finalement au rôle prépondérant de la RDC tel qu'annoncé par Frantz Fanon dans sa célèbre phrase « L'Afrique a la forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Avec le déclenchement d'une coopération mutuellement bénéfique, la RDC a la possibilité de rayonner sur l'étendue de la sous-région d'Afrique centrale et de la sous-région d'Afrique australe. Honorable Président,
Honorables députés, chers collègues, l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC est une véritable trouvaille, une véritable technologie de développement. Comme vous le savez, en 1960, accédant à l'indépendance, la RDC avait 9600 industries. Lors de l'élaboration du plan directeur d'industrialisation, la RDC n'a compté que 525. Ça montre qu'on a connu un processus de désindustrialisation criant. Et c'est cette désindustrialisation qui s'accompagne de tout ce que nous avons. L'urbanisation désordonnée, ça signifie donc l'exode de toutes les zones industrielles vidées de toute production vers les quelques villes qui sont restées encore viables. Une minute, honorable Tata. Monsieur l'honorable président, à travers cet accord qui proclame par ailleurs le respect de la souveraineté de la RDC, de son intégrité territoriale, de ses minéraux critiques, nous pensons que l'inscription ou l'insertion de la RDC dans les chaînes de valeur mondiales, ces chaînes de valeur que nous connaissons milliardaires, nous allons avoir par effet de ruissellement beaucoup de développement également à noter dans le cadre de notre pays. Puisque ces accords, honorable président, comportent également tous les secteurs stratégiques tels la défense, l'énergie et les technologies de pointe, nous, en tant que UDPS dans le groupe parlementaire Peuple Souverain, nous appelons les collègues à voter pour la recevabilité de ces projets et à les adopter pour que nous puissions rapidement amorcer ces partenariats qui sont bénéfiques pour notre pays. Je vous remercie. Honorable, quel monsieur? Honorable Soumey, quel est le problème? Les gars, Mouni. Honorable Soumey, allez-y. Dites-nous de quelle motion il s'agit. Merci, Président. J'interviens par motion incidente, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 82, alinéa 7 de notre règlement. Honorable Président, l'histoire retiendra que c'est pour la première fois dans cet hémicycle de voir, depuis l'avènement de la démocratie bien sûr, de voir les députés de l'opposition se succéder dans ce perchoir pour féliciter le président de la République pour les efforts consentis. Honorable député, Chers collègues, laissez-le poursuivre. merci Président. Chers collègues. Collègues, j'étais en train de dire que c'est pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie de voir dans ce perchoir les députés de l'opposition se succéder pour féliciter un président de la République en fonction. Honorable député de l'opposition, trouvez ici l'expression de notre fair play. C'est cela l'opposition républicaine. Il est ici question des intérêts de notre pays. Et je vous en félicite. Et donc, honorable président, au regard de cela, je juge inutile que l'on continue le débat
s'il vous plaît, avec la succession, s'il vous plaît, avec la succession des prises de parole des gens qui vont commencer à venir féliciter le président ici. Non mais ça suffit. Parce que tous les autres présidents, ce sont les députés de la majorité. S'il y a au moins un député de la majorité qui est contre ces accords, qui soulève la main, on lui donne la parole. Président, le débat n'a plus lieu d'être. Honorable Président, attendez, chers collègues, conformément à l'article... votre motion, voilà, allez-y. Honorable Président, conformément à l'article 158, alinéa 3 de notre règlement, je demande à ce que le débat soit clos et que l'on renvoie tout ça en commission pour des observations à formuler. Mais sinon, honorable député, membre de la majorité, sachez que le président de la République est fier de nous et je vous remercie. Honorable député, chers collègues,